Alors, attendez, prenez un micro, madame. Oui, alors, juste, il y a une distribution de la parole. Et moi, je suis désolée, mais monsieur, vous prenez la parole alors qu'il y a d'autres personnes qui attendent pour prendre la parole. Donc, moi, je vais vous donner la parole, mais on ne peut pas... Allez. D'accord, mais on ne peut pas Marie-Hélène, intervenir donne comme le ça. micro, s'il te plaît. Je suis désolée. Voilà, donc moi, je vous donne le micro, mais essayez d'être un peu discipliné. Oui, allez, sinon, Marie-Hélène. C'est pas lui qui l'a demandé en premier. Oui, bonsoir, monsieur le maire. C'était simplement anecdotique. Je fais partie des citoyens qui ont laissé leur véhicule à la maison le fameux samedi matin, et j'ai donc pris le bus le vendredi et le samedi pour monter sur Villeneuve. D'accord? Donc vous payez 2 € l'aller, 2 € le retour. Ça vous coûte 4 € pour ne pas encombrer et laisser la route libre. Donc j'ai agi de manière responsable. Simplement pour vous dire de manière anecdotique, ça vous coûte 4 €. Voilà. Donc la gratuité, oui, enfin madame, 3 ou 4 €, ça vous coûte presque plus cher de prendre votre véhicule pour... Non. Attendez, on est quand même responsable. Là, je parle en tant que citoyenne responsable. Donc je pense qu'au lieu de me critiquer, vous devriez justement encourager les personnes qui ne prennent pas leur voiture pour aller travailler, et en plus, on arrive à l'heure. Donc c'est simplement pour rebondir sur l'observation de manière concrète et factuelle. Monsieur, ici. Oui. Du coup, en fait, c'est un peu ça la question. C'est aussi sur les transports en commun. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je vis par ici dans le Briançonnais. Là, je vis en Rosier depuis 8 ans à peu près. Et là, j'ai pas de véhicule en ce moment. Et comment ça se passe? Moi, je commence à 7h le matin. Mon patron, je dois être là à 7h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais du stop à partir de 6h. Parce qu'il n'y a aucun transport en commun. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça... Désolé, pour moi, par moment, je me dis, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que quand juste on veut aller bosser, qu'on n'ait même pas des transports en commun pour pouvoir aller bosser, que ça soit enclavé, que ça soit à servir. Certes, il y a des scolaires, mais les scolaires ne collent pas à nos horaires de travail. Et que, pourquoi il n'y a pas un bus qui passe à 6h30 le matin, que ça soit à Servières, que ça soit à Névache, que ça soit à Monétier, et toute l'année, parce que pourquoi on n'a pas de véhicule, pourquoi on devrait être discriminé parce qu'on n'a pas de véhicule et qu'on ne pourrait pas aller bosser. Voilà. Parce que moi j'ai le courage d'aller faire du stop, mais peut-être pas tout le monde a le courage. Voilà. Et qu'il y ait enfin des transports en commun dignes de ce nom dans tout le Briançonnais. Non mais je partage tout à fait votre point de vue. Je partage votre point de vue sur le transport. Moi, personnellement, j'œuvre depuis un moment. Le transport à Briançon, il existe. On l'a étendu depuis 1 an à Villars-Saint-Pancras. On l'a étendu depuis 1 an au Clos du Vas et à tous les hameaux du côté de Saint-Blaise-Chamandrin. Donc, non mais attendez, moi je peux pas, je suis pas le Deus ex machina, je peux pas tout faire en 5 minutes. Et tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, le transport à Briançon, ça coûte à la commune 900 000 €. On va dire, je m'en fous, ce que je veux, ça a l'air mon boulot. Ça veut dire que demain, si on fait des extensions, eh bien, il va falloir qu'on mette les moyens en face. Jusqu'à présent, j'ai toujours refusé d'augmenter les impôts. Pas comme le conseil départemental qui les a augmentés de 25%. Voilà, 25% sur le foncier bâti. Alors vous allez me dire, bon, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de maison. Mais il y en a que ça concerne. Donc aujourd'hui, moi personnellement, alors quand vous me dites qu'à Rosier, il n'y a pas de circulation, il y a quand même, me semble-t-il, une navette de Résalpes qui passe et qui va à Montgenèvre et qui revient, non? Un peu plus tôt, non? 7h, 7h15. Mais moi, personnellement, je me suis battu pour la navette de la Clarée. Nous avons mis en place, il y a maintenant plus de 20 ans. Comment? Mais je suis d'accord, je viens de le dire. C'est l'été que la navette de la Clarée, et encore, elle ne part pas de Val-des-Prés. Elle fait les allers-retours sur la Haute-Vallée. Et ce n'est pas suffisant. Mais tout ça, ça a un coût, et c'est des choix que moi, je suis prêt à envisager à partir du moment... On peut là-dessus faire un référendum demain, hein, dire on fait de la circulation partout, est-ce que vous êtes prêts à augmenter les impôts de 10, 15, 20% pour payer effectivement des navettes parce que ça a un coût. Voilà.
Mais moi, je partage totalement votre point de vue. Et je vous dis, à Briançon, on envisage aujourd'hui, il faut qu'on voit la gratuité des transports. On l'envisage, je n'ai pas dit qu'on la faisait, mais on l'envisage. On est en train d'y travailler parce que ça nous semble quelque chose d'important. On est en négociation, enfin en discussion en tout cas avec Saint-Chaffray pour peut-être faire une extension des transports de Saint-Chaffray à Briançon et de Briançon à Saint-Chaffray. Tout ça, ça se mûrit, ça se grandit tout doucement. Voilà. Bah, écoutez, ils n'en distribuent pas beaucoup s'ils en ont. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais bon, il y a un monsieur qui n'est pas content parce que je parle beaucoup. Il y a eu dernièrement une prise de compétence. Avant, le transport était assumé par le département. Et puis, pour des raisons politiques, gouvernementales, la compétence du transport a été donnée à la région. Le département des Hautes-Alpes faisait le transport des enfants gratuitement. Pas tout à fait gratuitement, c'était 15 € par an et par famille. Voilà, ce n'était pas énorme. Maintenant, le transport, la région l'a fait passer à 110 €. Alors, adressez-vous à la région. Moi, ça fait un moment que je leur écris. Alors, ils nous ont dit pourquoi. Si, mais c'est important. La participation, elle passe aussi par là. À 110 ? Eh bien, parce que M. Muselier en a décidé ainsi. Voilà. Mais au niveau des trains, au niveau des transports, il y a des décisions qui ont été prises. J'ai même été puni parce que j'ai osé au Conseil général prendre la parole pour dire que c'était pas normal que de 15 on passe à 110, surtout dans les départements de montagne comme le nôtre. Ben, M. Muselier m'a puni, nous allons enlever des subventions à la ville de Briançon. Voilà. Je ne sais pas si c'est un oligarque, mais en tout cas... Oui, monsieur le maire, c'est juste pour compléter la question des transports et la gratuité des transports en cas de chute de neige importante. Je comprends que l'accès voiture soit déneigé en priorité, bien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la neige est répartie sur les trottoirs, en particulier devant les abribus, qu'il y a une accumulation de neige qui se fait à l'intérieur des abribus. Là, actuellement, comme ce n'est pas déneigé rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une couche de glace comme ça, c'est très casse-gueule. Il y a des femmes avec des poussettes qui sont en grande difficulté, des personnes âgées qui se cassent la figure, effectivement, et l'accès aux abribus est problématique précisément à ce moment-là où on aurait tous besoin de prendre les transports en commun. Vous avez raison, madame. La seule problématique, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas SIVA, on n'a pas 1000 bras. Et que quand on fait la chaussée, malheureusement, la neige va sur les trottoirs. Quand on fait les trottoirs, la neige va sur la chaussée. Et puis il y a des gens qui trouvent rien de mieux que de mettre leur neige sur la chaussée, ce qui n'arrange rien. Alors ce que vous dites pour les abribus, c'est vrai, ils n'ont pas été prioritaires. Les trottoirs, par contre, l'ont été. Hein. Cette fois-ci, on a eu des trottoirs nettoyés très rapidement, à peu près, madame. Nul. Je suis d'accord. Et donc il va falloir que nos services aillent faire ce travail à la main, parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'à la main. Beaucoup de gens ne demandent pas mieux en cas de neige importante de prendre les bus, parce que c'est quand même moins dangereux, même pour les véhicules. C'est sûr, c'est plus sécuritaire. Bonsoir. Juste avant de poser ma question, avant de faire un commentaire, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il va y avoir un débat qui va être animé par la mairie sur le déneigement. Donc si on pouvait garder les questions sur le déneigement un peu dans les poches jusqu'à ce moment, ça pourrait être bien. Alors maintenant, je vais donner mon commentaire. Au niveau de la démocratie participative, il y a quelques communes en France qui sont vraiment exemplaires, des maires qui sont vraiment pionniers, et notamment une qui s'appelle Kingersheim, et on vous partagera le... Kingersheim. Voilà, désolé. C'est en Alsace, et monsieur le maire s'appelle Joe Spiegel. Et... Kingersheim, ok. Bon, voilà, il y a des choses qui sont vraiment exemplaires. Je sais que vous avez déjà fait beaucoup. Pour moi, pour ma part, en tant que personne, et je devrais enlever le gilet jaune avant de dire ça, c'est pas assez, je pense. Mais voilà, il y a des exemples qui ont l'air de fonctionner. Inspirons-nous de ça. Voilà. Personnellement, je vous enverrai.
Oui, il n'y a pas de problème, surtout que Kingersheim, je vois où c'est. Je suis alsacien. Je vous remercie, madame. Monsieur le maire, bonsoir. Est-ce que ce serait possible de ne pas noter ce que je vais dire dans... On est Donc, dans la transparence. Hein, donc, ok. C'est concernant le transport, par rapport au transport avec les gilets jaunes et les personnes qui habitent dans le coin. Donc, je suis devenu gestionnaire de transport depuis peu. Je peux répondre à des appels d'offres. Vous inquiétez pas par rapport à ça, monsieur, concernant le rosier, concernant les pays autour de Briançon. Une fois que je vais ouvrir ma société de transport, je vais m'engager et je vais contacter monsieur le maire pour pouvoir vous transporter dans la facilité. Parce que je suis gilet jaune depuis plus de 30 ans. J'ai pris mon destin en main et je ne vais pas me prendre la tête avec l'État. Je vais faire les choses par moi-même et non pas à leur demande. J'étais professionnel de la route et aujourd'hui je suis devenu gestionnaire de transport. Savez-vous ce que c'est gestionnaire de transport ? Eh ben, gestionnaire de transport, c'est comme les personnes qui ont des sociétés comme Résalp, comme Tube, qui sont là que pour l'argent, qui transportent des gens pour l'argent et qui utilisent des personnes et ne les payent pas à la hauteur de leur qualité. Parce que conduire sur de la neige, dans ces états-là, dans ces conditions-là, et de donner des miettes, ce n'est pas normal. Donc j'ai pris mon destin et je suis devenu gestionnaire de transport à un bac+2. Donc je vais m'engager dans quelques temps, une fois que j'ai réglé mes problèmes de santé, et j'aimerais bien revoir monsieur le maire pour si on pourra collaborer ensemble. Ça ne vous coûtera pas 900 000 €, mais très peu. Vous savez, enfin, on ne va pas rentrer dans des débats techniques et réglementaires. Oui, non, mais moi, on reprendra ce débat ensemble parce que je vais encore être accusé. Donc, Oui, je voulais juste rajouter à la réflexion la circulation pédestre et la circulation à vélo. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de route, tout ça. Et en fait, je n'ai jamais vu la programmation en même temps qu'une route, une piste cyclable qui longe la route, une piste cyclable sécurisée, qui longe la route et qui pourrait rayonner, enfin des pistes cyclables sérieuses, sécurisées, déneigées, enfin, etc. quand il le faut, et pour que soit la circulation pédestre puisse se faire, soit la circulation, parce qu'on parlait des coûts de transport, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prendraient leur vélo s'il y avait des pistes cyclables sérieuses et dignes de ce nom, qui puissent être utilisées. Et chaque fois qu'on fait une route, en fait, on pense à la route, c'est le tout voiture finalement, alors que s'il y avait des pistes cyclables qui systématiquement étaient construites et longeaient les routes, je trouve que ce serait quand même une bonne solution par rapport aux frais et par rapport à l'écologie. Voilà. Alors c'est vrai que sur cette question d'aménagement des routes et des pistes cyclables, souvent, hein, tout à l'heure on vous a montré un petit peu les routes que nous avions refaites. Certaines routes n'ont pas un calibrage qui permet de rajouter une piste cyclable. Non, on ne va pas refaire l'historique, hein, le maire a dit tout à l'heure, on ne les a pas faites peut-être au bon moment. En tout cas aujourd'hui, voilà, c'est comme ça quand on fait cette réflexion de route. En fait, on a essayé de composer en se disant que on est passé en zone 30 dans toutes les voies de Briançon, et qu'aujourd'hui en zone 30, on peut imaginer que ces voies elles soient copartagées. Que quand on est en voiture, si on respecte bien le 30 en voiture, ben, ça permet demain d'avoir et la voiture et le cycliste. Donc on est parti sur cette volonté-là de favoriser la pratique cycliste, voilà, en travaillant sur des zones 30, sur demain, dans le cœur de ville, l'avenue du Général Barbeau et l'avenue qui va traverser le cœur de ville, on sera en zone 20. Parce que là aussi, on s'est dit qu'on pouvait très bien travailler sur un partage entre le cycliste et la voiture.
Et puis sur toute cette question de favoriser les déplacements doux, sur cette question de favoriser le développement du vélo, on a mis en place 2 grandes opérations qui ont permis de financer de nombreux achats de vélos à assistance électrique, puisqu'il y a eu, voilà. Ouais, mais en fait, c'est pour ça. Le participatif est là pour dire qu'il faut arrêter de faire du tout voiture. Parce que, par exemple, j'avais ma petite fille qui était lycéenne, et il y avait des moments où il n'y avait pas de bus pour rentrer. Elle aurait pu rentrer en vélo. Elle était du côté de, il fallait qu'elle aille vers Saint-Martin-de-Carrière. Bon, mais ce sont des routes droites qui sont assez larges. Et je pense que si chaque fois qu'on pensait route, on pensait piste cyclable sécurisée, je sais qu'il y en a une qui va être faite depuis Monétier, etc. C'est très bien, mais il faudrait que ce soit un réflexe, que chaque fois, il y ait une voie qui... Ça touche bien comme ça, le vélo. Une fois qu'on a son vélo, bah, c'est parfait. Donc je pense que c'est vraiment... Alors, moi je vous réponds juste sur la partie Briançon. Après, comme vous dites, sur la route nationale, c'est voilà, encore un autre débat. Mais sur la ville de Briançon, à partir du moment où on n'a pas eu ce développement de pistes cyclables, on préfère avoir des zones 30 où justement le vélo peut trouver sa place, plutôt que sur un petit bout de route, faire un bout de piste cyclable qui va déboucher sur rien. Et du coup, voilà, le parti qu'on a choisi, c'était celui-là. Parce que si on refait, je sais pas moi, la route à Font-Christiane et que on a un bout de voie verte, un bout de piste cyclable qui débouche pas sur un aménagement sécurisé, c'est dangereux aussi. Donc nous, sur Briançon, voilà, on s'est dit qu'en limitant à 30, le vélo, il est visible, il permet de s'insérer de manière assez facile dans la circulation. Je sais pas toi après où tu en es. Oui, je peux. Je peux y aller. Allez-y, monsieur, bonsoir. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui s'est dit jusqu'à présent. Vous m'entendez comme il faut là ? On vous entend très bien. Moi, je ne voudrais pas élever le débat, mais je voudrais amener quelque chose de supplémentaire. Je ne suis pas de Briançon, je suis de Lyon. Mais ce que je vais dire concerne aussi bien les gens de Briançon, en particulier monsieur le maire, puisqu'il est le maire, et des gens de toute la France. Je redis élever le débat parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte que de partout, c'est au niveau de la commune, au niveau des départements, au niveau des écoles, au niveau des ministères et tout, on bloque sur quelque chose. On a un frein pour le développement de la société et le développement de la citoyenneté. Le frein, c'est un monstre, ça s'appelle l'argent. Et malheureusement, on se rend compte que le frein à tout ce qui pourrait être créé, réalisé surtout au XXe siècle, le XXIe siècle et maintenant bientôt le XXIe siècle, tout ce qui pourrait être réalisé et qui devrait être réalisé sera bloqué par quelque chose qui s'appelle l'argent. En parlant vulgairement, j'appelle ça le fric ou le pognon. Et ça, c'est les capitalistes qui nous l'ont amené, alors que nous avons assez d'intelligence pour passer au-delà de l'argent, c'est-à-dire trouver des solutions. Vous savez que, par exemple, certains Jeux Olympiques se sont faits uniquement avec des bénévoles. Autrement, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques. Moi, je fais partie d'associations et tous les gens qui font partie d'associations le connaissent très bien. On n'a pas d'argent, mais on fait. Et donc, il faudrait que les gens, à Briançon en particulier, parce que j'aimerais bien que Briançon soit un moteur. Et je pense que c'est possible parce qu'il y a des capacités. Bon, on a aussi un maire qui me semble compétent, mais après lui aussi répond à des contraintes budgétaires. Mais je pense qu'il faudrait aller au-delà et chercher des solutions en commun. Je reviens sur ce que proposent certains de mes collègues, comme Moon ou Sébastien, c'est-à-dire avoir, si on peut dire, à faire des ateliers de réflexion sur ce blocage, justement, qui gêne, je veux dire, le monde entier, mais enfin, ce qui nous concerne à Briançon. Moi, je viens d'écouter le débat d'Emmanuel Macron. Tout ce qui devrait se faire ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, je pense qu'il y a peut-être des solutions à amener. Ça peut être très local, ça peut être minime, mais je pense que ça amène les gens à réfléchir sur ce frein énorme qui est l'argent.
Et il faut, enfin, c'est une réflexion politique. Hein. Les gens qui font de la politique le savent bien, mais même les citoyens. L'argent, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas nous les agriculteurs, nous les ouvriers, autre chose. Hein. C'est les grands possédants. Ce sont les grands possédants. Hein. Donc voilà, la réflexion, ce serait bien que le Briançonnais prenne en main cela, ça soit un exemple pour la France, ça serait très bien pour la région. On a les moyens de faire beaucoup de choses ici, avec la mairie en particulier, voilà. Et je pense qu'il faut réfléchir à cela. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, on vous entend. Alors, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre que ce monsieur. On a adressé, puisqu'on parle de démocratie participative, on a adressé un courrier fin janvier suite à l'arrêté de mise en péril qui a été pris concernant la vieille ville. Aujourd'hui, ce courrier a été signé de pas mal d'habitants. Aujourd'hui, on est dans l'attente d'une réponse et je pense que puisque le point est inscrit à la réunion, on va avoir des réponses partiellement. Mais j'en profite là, hein, on est en démocratie participative pour dire qu'en tout cas, tous les gens que j'ai vus qui ont signé ce courrier sont atterrés et qu'il y a un sentiment d'inquiétude grandissant en vieille ville, que les gens se demandent ce que ce quartier va devenir avec le départ de la bibliothèque, avec le départ de l'UDAF, avec une vie qui s'organise en vieille ville, mais de plus en plus difficilement, avec des commerçants, comme M. Libaud l'a exprimé, qui sont en détresse, et vraiment un sentiment d'inquiétude grandissant et d'abandon. Donc moi, j'en profite là pour vous en faire part. Et puis, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une réunion, hein, puisque vous parlez de démocratie participative, pour pouvoir avancer là-dessus, pas laisser les gens comme ça. La circulation est coupée et c'est vraiment très, très ennuyeux et ça pose énormément de problèmes sur la vie quotidienne, de haut en bas des habitants et d'est en ouest. La décision a été prise brutalement et je ne sais pas aussi si les gens dans la salle savent dans quelles conditions. On a demandé aux libraires de la Musgueule de partir, mais très très rapidement, 2 heures pour partir. Alors c'est effectivement un point à l'ordre du jour, donc si vous en êtes d'accord, on peut passer à ce point-là. Attends, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là, Aurélie. Bonsoir, je suis Agnès de Puy-Richard. Et la vie à Puy-Richard est pas simple. On nous a supprimé les containers pour mettre les sachets poubelles comme ça, sans nous prévenir, sans quoi ni caisse. Donc les poubelles maintenant, tout le monde doit... Alors là, on fait un travail participatif parce que la personne âgée qui n'a pas de voiture et qui doit vider sa poubelle, on doit descendre pour la descendre plus bas. Ça, c'est au niveau des poubelles. En effet, le ramassage scolaire, on a été très touchés aussi parce que 2 enfants passant de, je sais pas, c'était pas tout à fait 15 €, hein, et maintenant à 110 €, c'est quand même un coût pour la famille. Je suis que grand-mère, je peux peut-être aider, mais voilà, c'est quand même pas normal. Et un grand sentiment aussi de, si vous n'êtes pas content, vous écrivez. Bon, d'accord, on écrit à qui? Et puis on n'a pas de réponse, et puis voilà. La route entre Puy-Saint-Pierre et Puy-Richard, l'an dernier, ils ont ajouté 5 mètres de barrière, de glissière. Cette année, ils ont ajouté 100 mètres de goudron, ce qui fait que le dévers est accentué, parce que si on passe à côté du goudron, on est dans le trou, et le dévers existe toujours. Cette route est très dangereuse. Alors, bon, c'est peut-être très local, hein, c'est Puy-Richard, mais quand même, ça fait beaucoup. Merci. Alors, c'est vrai que c'est des questions que vous posez là qui sont un petit peu en dehors de notre... Oui, c'est participatif, j'entends bien, mais on est sur l'échelle de la communauté de communes. Alors, c'est vrai qu'on a des compétences qui sont bien différentes entre la ville et puis la communauté de communes du Briançonnais. Alors, c'est vrai que vous parlez du ramassage des ordures ménagères, qui est une compétence qui a été donc aujourd'hui et qui est communautaire. Donc on peut très bien, si vous êtes d'accord, la prochaine fois, aborder cette question-là,
on peut mettre à l'ordre du jour la gestion des déchets, comment elle s'organise aujourd'hui sur le territoire briançonnais et plus largement au sein de la CCB. C'est vrai que moi, je ne pourrais pas vous répondre sur comment ça s'est passé dans votre commune, est-ce qu'il y a eu des réunions ou pas. Je sais que la communauté de communes du Briançonnais, lorsqu'elle a revu sa politique de gestion de déchets, justement parce que l'idée c'était justement de plus avoir des bacs roulants un petit peu partout, mais l'idée c'était de multiplier les points d'apport volontaire, ce qu'on appelle maintenant les gros dispositifs semi-enterrés. Mais c'est pour ça que je ne pourrais pas vous dire comment ça s'est passé chez vous, dans votre commune, est-ce qu'il y a eu des réunions, comment. Mais c'est quelque chose dont on peut discuter une prochaine fois lors d'un jeudi citoyen, de justement cette politique de collecte des déchets, comment elle a évolué. On pourra même inviter Pierre Leroy et discuter avec Pierre Leroy de cette question-là. Alors, à l'ordre du jour, on avait donc 2 points. On a vu la démocratie, on a échangé sur cette démocratie locale. Ensuite, il y avait le point sur les logements sociaux, puisqu'on a invité Madame Jarlot pour venir nous en parler, et le point sur le péril dans la vieille ville. Donc, Madame Tatin a souhaité qu'on parle du péril dans la vieille ville, mais il y a aussi des locataires qui veulent qu'on aborde tout de suite la question sur les HLM. Donc moi, je vais peut-être donner la parole à Madame Jarlot, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui voulaient intervenir dans ce cadre-là. Je voulais juste la présenter. Donc, elle est représentante, elle est dans le conseil d'administration de l'OPH et elle est représentante des locataires par le biais de l'association CMCV, c'est-à-dire la consommation, logement et cadre de vie. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire, merci. Merci aux personnes qui me permettent d'avoir ce moment de parole. Merci à Madame Peck qui a bien facilité les choses pour la communication des photos normalement que vous allez voir. Merci à toutes les personnes qui sont déplacées, les locataires qui ont répondu à mon invitation à venir ce soir, sachant plus haut, ras des lèvres. Oui, c'est mieux comme ça? Oui. Alors, je remercie les locataires. Voilà, ils s'impatientent un petit peu, mais voilà, c'est vrai, j'avais un point, 15-20 minutes, peut-être un peu plus, pour la question du logement social. Bon, donc, représentant des locataires, administratrice à l'OPH, c'est mon 2e mandat. J'en avais déjà eu un de 2010 à 2014. Ce qui m'a amené à militer dans le domaine du logement social, c'est qu'en arrivant en 2003 ici, de la région parisienne, où j'étais déjà militante dans les cités de Montreuil-sous-Bois notamment, là où il y avait des feux, il n'y avait pas de porte-coupe-feu, il n'y avait pas de matériaux résistants au feu, donc il y avait des incendies ou des choses comme ça, il n'y avait plus de fenêtres aux portes, bon, etc. C'est un petit peu mon engouement, il est venu de là. Donc, je vais au conseil d'administration, il y en a un prochainement le 21 février. Donc là, j'aurai des informations plus précises que je vais demander sur ce qu'on va faire pour arranger un peu les bâtiments HLM dans lesquels je traîne mes guêtres, c'est le cas de le dire, et où je vois des choses qui sont pas belles du tout. Et après, je viendrai sur la question thermique. J'inviterai Madame Poletto, Monsieur Vitesse, Madame Gillier, et encore qui voudra, les locataires qui voudront. Donc au dernier jeudi citoyen, Monsieur le maire, vous aviez donc évoqué le Barry, puisque ces 2 bâtiments-là vous tiennent à cœur, n'est-ce pas? Et j'ai appris que, comme j'ai quand même quelques informations, ici sur les 18 bâtiments de HLM, je ne pense pas en oublier, j'ai encore redemandé à l'office cet après-midi, on les a répertoriés, eh bien il y en aura 2 qui vont avoir des réhabilitations. Donc il s'agit du Bois des Remparts,
qui est justement pas loin du Café Le Rustique, enfin dans la vieille ville, et les Garcins 2. Les Garcins 2, bâtiment à côté duquel je réside depuis 2003. Je suis au Garcin A. Donc, ne rien faire au Barry dans l'état dans lequel il est, on a des photos, on va les passer. Eh bien, moi, je dis que ça, ce n'est pas possible. Je vais attendre le 21 février pour savoir qu'est-ce qu'on y fait quand même au Barry. Parce que budget ou pas budget, manque d'investissement, manque de fonds de l'État, il faut faire quelque chose au Barry, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si l'habitat, on le juge dégradé maintenant, eh bien, dans quelque temps, on va le juger indigne. L'OPH, c'est 6 000 logements sur 54 localités. Nous, quand même, à Briançon, on en a un bon nombre, 895 logements sur les 18. Oui, de l'OPH. Oui, mais il y en a même plus que 895 parce qu'il y a les équivalents. Oui. 95. Oui, Erilia, oui, c'est vrai. Bon, merci, monsieur le maire, je les connais moins, ceux-là. Donc, oui, j'ai un peu planché là pour venir vous parler ce soir parce que j'ai sollicité que les personnes viennent me parler de leurs problèmes. Mais bon, là, 3 personnes sont venues, des gros, je les remercie, pour me parler de choses absolument pas acceptables et qui ne se comprennent et qu'on ne peut pas comprendre, inacceptables et incompréhensibles. Madame et monsieur Granger, il y a madame Poletto, monsieur Vitesse, et puis madame, excusez-moi, une autre personne. La semaine dernière, une pétition a circulé. Ces personnes ont fait une pétition en direction de l'OPH concernant le manque de chaleur dans certains appartements, envoyée en direction des services de l'OPH. Mais nous pourrions parler de la vétusté des radiateurs due à l'accumulation de tartes qui empêchent les radiateurs de fonctionner parfaitement. Il faut dire qu'il date depuis la création des HLM. Donc celui-là, l'écro, excusez-moi, je ne sais pas, ça date de livraison et de construction. 1975, merci. Donc c'est vrai que ce sont des radiateurs qui datent de cette époque. Mais là où il y a une contradiction, c'est que quelques locataires bénéficient de radiateurs neufs, m'écrivent madame et monsieur Granger. Et que d'un bâtiment à l'autre, il n'y a pas la parité, quoi. Au bâtiment H1, H2, il semble faire figure de parents pauvres. Ça totalise, combien vous m'avez dit, monsieur Granger, de 34. Là, pourquoi il n'y a pas d'éclairage qui s'allume quand on marche? Pourquoi est-ce que c'est un peu plus vétuste? Voilà pourquoi il y en a qui n'ont pas les radiateurs changés. Bon. Enfin, là aussi, au Crau, il y a des problèmes de stationnement. On ne trouve pas ces places, les panonceaux à 2 entrées, enfin de l'enceinte des bâtiments, stipulant que le stationnement est bien réservé aux résidents des Crau. Donc la problématique des stationnements qui sont utilisés par d'autres personnes que les locataires, elle est récurrente. Il n'y a pas que là, il y a aussi au Garcin où j'habite. Mais quand on demande ne serait-ce que mettre une barrière, bon, je ne sais pas combien coûte une barrière, non, on ne peut pas mettre une barrière, c'est trop cher. 7 000 €, c'est trop cher. 16. Bon, mais enfin, quand il y a les pétitions qui circulent, les demandes qui se renouvellent, que la demande elle est pérenne, au bout d'un moment, il y a bien d'autres choses qui sont dépensées, hein, et que quand les gens le veulent et le demandent, on peut y accéder. Donc au Garcin, on nous a mis simplement, on nous a changé notre petit panneau, propriété privée, OPH 05, et c'est tout. Donc on a partout aussi des voitures qui viennent, et les riverains, etc., etc. Je veux dire que l'OPH, quand même, il a des finances, heureusement, il a des fonds. Là, on vient de nous relever les loyers d'un pourcentage de 1,25%. Ça aurait été voté au conseil d'administration de fin octobre 2018, où je n'étais pas là encore, puisque je ne prends mon mandat que là maintenant, suite aux élections du 22 novembre 2018. Donc 1,25%. Ça fait quelque chose quand même, parce qu'en 2015, l'augmentation elle avait été de 0,47%. Donc, elle est passée à 1,25%. Bon, les gens font leurs calculs, ils ont leur appel de loyer, ils augmentent, voilà, 1,25%.
Ou voilà, où est-ce qu'on met alors, où est-ce qu'on mettra ce surplus qui va arriver à l'office HLM? Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. On doit construire plus. Le gouvernement veut qu'il y ait plus de construction HLM. Dans la loi Elan portant engagement sur le logement et l'aménagement numérique, eh bien, on demande qu'il y ait plus de bâtiments HLM qui se construisent avec des normes moins contraignantes, par exemple les permis de construire, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas exigeant sur la qualité, mais enfin on essaye de faciliter les choses pour faire construire les bâtiments. On met des bails mobilité, c'est-à-dire que si on prend un logement un mois, eh bien on n'aura pas besoin de payer de caution ou de choses comme ça. Mais d'un autre côté, vous voyez que les représentants des bailleurs sociaux demandent là maintenant à être reçus à Monsieur de Normandie, qui est donc le ministre là, de la Ville et du Logement. Il demande à être reçu par Madame Gouraud, parce que, pourquoi? Pour le désengagement de l'État depuis plusieurs années. 800 millions d'euros donc en moins pour 2018, un peu plus 870 pour 2019, qui pourrait aller jusqu'à 1,5 milliard en moins pour 2019. Voilà. Donc effectivement que le bailleur social, il dit voilà, on a moins de fonds, on a moins. Mais par contre, on sait, il faut savoir que toutes les réhabilitations thermiques d'envergure et les gros travaux, ils vont faire l'objet de ce qu'on appelle la 3e ligne. Ça veut dire que ce seront les locataires qui les paieront. C'est la 3e ligne. Et normalement, la 3e ligne, avec des gens qui militent pour les locataires, ça se négocie. Ça se négocie. Donc moi, je ne suis pas allée au conseil d'administration depuis 4 ans. Là, j'y retourne en premier. Enfin, moi, je dis, il y a 18 bâtiments. C'est récurrent, les problèmes de chauffage. Madame Juillet, si, ça, c'est le Barry. Vous voyez, ça, c'est le Barry. Ça, oui, ça, c'est la citadelle maintenant. Donc, tu pourras t'exprimer, Dominique, quand tu voudras. J'en ai aussi, là, chez moi, au Garcin, où quand même, je suis la représentante des locataires. J'habite depuis 16 ans. Je fais à moitié le travail du gardien d'immeuble. Sincèrement, j'y vais, moi, de la serpillière, de la brosse. Je veux qu'on nous refasse des paliers qui sont indignes. Enfin, il paraît que mes photos, elles n'ont pas bien donné, mais je les ai là, sur mon appareil photo, parce que pour me donner bien du courage, avant de venir, après avoir tous ces bons chiffres ronflants dans la tête, je suis retournée voir mes paliers. Ça m'a donné du courage pour en reparler. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est voir dans les 18 bâtiments, je vais voir vraiment toutes les choses qui clochent. Les portes rouillées autour des crocs, autour des crocs. Il n'y a plus de plaintes à l'entrée des Toulousanes. Les boîtes aux lettres complètement rouillées, dégoûtantes. Des caillebotis qui n'ont même plus leur place dans la petite fosse à l'entrée. Enfin, vraiment, tout ça, c'est triste et désolant. Alors, certes, il faut construire. Il faut qu'il y ait de l'accession à la propriété pour les primo-accédants et les personnes qui sortent de logement social. C'est vrai qu'il y a des choses qui se construisent. Après, tu diras, Dominique, il y en a Roqueden à Embrun. Il y a de très belles choses qui se font. Il y a Laurel maintenant qui vient de se faire construire, mais pas pour l'achat à Embrun également. Et puis alors, pour en revenir à la question du chauffage, il y a un partenariat là qui va démarrer au 1er janvier 2018 sur 4 ans, qui va coûter 7,7 millions d'euros pour faire en sorte que 3 localités, Gap, Chorges et je crois Laragne, puissent avoir, eux, un chauffage très très bien, un mix thermique avec du gaz et électrique. Et là, bien sûr, ça va baisser les charges. Mais nous, ici, où est-ce qu'on nous baisse nos charges? Quand les volets, ils sont dégoûtants, les fenêtres. Alors, pour avoir les volets, on vous demande de les changer, on vous fait venir un gardien, après on vous fait venir le serrurier. Le serrurier, on le paye là, à ce moment-là. Et pour vous dire, ah ben, ça ne menace pas péril, attendez qu'on change tous les volets, quoi. Toujours attendre à l'avance, ce n'est pas respectueux. Moi, je ne veux pas faire attendre les locataires. Je veux au conseil d'administration faire remonter tout ce qui ne va pas dans tous les bâtiments où j'irai à nouveau. Je ferai une note et on trouvera bien les moyens. Parce que l'office, il peut avoir des prêts. Hein. On m'a quand même répondu, c'est qu'on me prend en considération la direction des prêts de la Banque des Territoires,
Banque des territoires, Madame Jarlot, oui, on a 1 milliard d'euros pour que les bailleurs sociaux fassent des réhabilitations sur la construction thermique, et, comme vous le soulignez, qui est indispensable. Donc cette enveloppe, elle est à disposition des bailleurs qui sont éligibles. Je vous assure que l'Office public des Hautes-Alpes peut travailler avec nous. Enfin voilà, on répondra à ses meilleurs au mieux aux besoins de financement exprimés tant en construction neuve qu'en réhabilitation. Donc ça, c'est la Banque des territoires. Après, j'ai entendu parler des fonds leaders, pas les fonds FEDER. Il paraît que les fonds FEDER, c'est très difficile à instruire le dossier. C'est ce qu'on m'avait dit à l'OPH. Mais les fonds leaders, je suis en train de me pencher sur ce que c'est. C'est rural, c'est dans les zones de ruralité. Alors, ce ne sont pas des enveloppes énormes, ça peut être 200 000 euros. Mais 200 000 euros, ça fait combien de menuiseries changées? Vu que pour un immeuble de 22, ça coûte 44 000 euros. Il ne faut pas laisser les choses dans un état pareil. C'est inadmissible quand on peut construire, quand on peut... Voilà, vous voyez, par exemple, Proimo construit à Embrun, l'office HLM rachète les logements, et après, c'est vrai, il peut les vendre peut-être 50 000 euros de moins que ce que ça aurait été sur le prix du marché, avec des avantages quand même au niveau des coûts, enfin, ce qu'on doit payer quand on est propriétaire. Il ne faut pas qu'il y ait et il y a trop de différences. Et il y a trop de différences entre ceux qui vont pouvoir accéder à ce logement à 1 700 euros, un T3 de 67 carrés, un autre qui ne va pas pouvoir du tout le faire et on va attendre, attendez, on vous changera l'année prochaine. Non, on vous le change pas l'année prochaine. On va vous le changer quand il y aura les budgets. Il n'y a pas d'argent, vous comprenez? On vous change pas vos volets. Puis vous mettez des volets roulants. Ouais, c'est le luxe, les volets roulants, bien sûr. Nous, habitants d'HLM, on ne mérite pas. On ne mérite pas le beau. Et là, je vais terminer et laisser parler d'autres personnes. Monsieur le maire, quand il y a eu l'inauguration des Maisons Blanches, j'ai bien retenu, vous avez dit l'esthétique. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas mettre les pieds dans un endroit dégradé. Et dès qu'après vous l'avoir entendu dire, je l'ai noté cette phrase pour bien me la rappeler. Donc je vous demanderai, monsieur le maire, de me soutenir, de nous soutenir pour que dans les 18 bâtiments de votre ville, eh bien, où il y a des choses vraiment flagrantes, où ça ne va pas, vous fassiez une pression comme vous pourrez. Voilà. On vous met l'adresse justement où vous pouvez faire remonter tous les dysfonctionnements, toutes les choses dont a parlé Madame Jarlot, tout ce qui dysfonctionne dans les logements HLM. Hein, on vous a montré les photos et au plus les photos que je vous ai envoyées, justement. Allez-y, madame. Voilà. Et après, donc du coup, allez-y. Très rapidement, pour être concrète, les photos dont certaines viennent de moi, à Madame Peg, concernent la citadelle, par exemple, où nous avons créé un collectif. Il y a 3 bâtiments. La spécificité de la citadelle, c'est que nous sommes très haut perchés, en haut de la vieille ville, et que nous sommes particulièrement exposés aux intempéries. Donc, quand il y a du vent et de la neige, nous ressentons regardez, voilà, là c'est une fenêtre fermée. Quand il y a du vent et de la neige rentre dans les appartements. Voilà. Voilà, en particulier la citadelle B. Il est évident qu'il n'y a pas que la citadelle qui est dégradée, il y a le Barry, il y a de nombreux bâtiments. Mais moi, j'apporte juste ce dossier concrètement. Ce dossier, je l'ai porté depuis 2 ans. J'ai fait des démarches avec Monsieur Fromm, son directeur de cabinet. Je suis allée voir Monsieur Joël Giraud. Nous avons échangé des documents avec une grande diligence. Malgré cela, nous n'avons aucune réponse. Nous avons été même questionnés sur la toxicité de certains joints. Il n'y a plus de joints. Cela réduit à néant toute isolation thermique. Regardez dans quel état c'est. Il y a eu des mères de famille qui se sont plaints que leurs enfants ont été intoxiqués par ces résidus de joints. C'est infect. Voilà. Et cela donne une porosité aussi au niveau des sertis de toutes les huisseries qui sont voilées, déformées, qui ne sont pas entretenues depuis les années 95. Voilà, ça c'est chez moi. Voilà. Donc on n'obtient rien malgré toutes les actions que j'ai pu porter. La préfecture de Gap
m'a désigné comme porte-parole, bien malgré moi, sur ce collectif. Nous n'obtenons rien. Nous avons été reçus. Il y a eu des constats de fait de la préfecture et il ne se passe rien. Ils ont sous-traité une entreprise et il s'avérait qu'il y a un employé qui a fait n'importe quoi en fait. C'est la faute d'un employé. Ils sont revenus, ils ont tout refait chez moi. Vous voyez ce que vous voyez dégouliné? Je suis de la Citadelle B. Donc ils sont venus chez moi, ils ont tout refait, mais au bout de 8 mois. J'ai pris mon appartement en février, ils sont venus là récemment parce que le froid c'était pas possible, l'électricité, on est dans le même... on se comprend là. Donc ils m'ont tout refait. Et ce qui dégoulinait, ça n'a pas séché, la pâte a été mal mélangée. Ils sont revenus, ils ont tout refait propre, magnifique. Non, c'est pas une chance, madame. Je me suis pris la tête, comme je vous ai dit, j'ai pris mon destin et je me prends la tête. J'ai insisté et j'ai fait constater. Et j'ai été un petit peu croqueur de cerveau. Donc à un moment donné, ils sont venus, ils en ont eu marre, ils ont voulu se débarrasser de moi. Mais c'est propre. Et pour vous dire, ils ont fait aussi dans les escaliers, dans le couloir. Vous avez vu, on a des fenêtres face aux ascenseurs. Ils sont venus les refaire là, récemment sans rien demander. Parce qu'ils ont constaté que leur employé, qui les a menés en bateau, avait fait tout et n'importe quoi. Voilà. Et je veux remercier l'OPH aussi parce qu'ils ont tout fait. Et aujourd'hui, il fait bon. Parce que même les joints là, non, c'est pas une histoire de cas par cas. Maintenant, ils ont fait une constatation, ils bougent maintenant. Ils bougent, je vous le dis. Et j'aimerais bien le dire parce que l'OPH l'a fait. L'OPH l'a fait, donc je le remercie. J'aimerais vous dire que peut-être qu'ils vont le faire pour vous et qu'ils sont en train de le faire. Et je ne fais pas le monsieur qui est un petit peu astique ou quoi que ce soit. Hein. Je fais le monsieur qui donne des informations. Je sais me plaindre, mais je sais aussi dire les choses. Et je vous rejoins, madame. Il fait très très froid. Nous habitons dans un endroit où le vent de Montgenèvre tombe. Voilà. Merci, monsieur, dame. Nous, la mairie, on soutient vraiment, hein, vous l'avez dit, et on soutient vraiment toutes les démarches et on essaye aussi, nous, de notre côté, d'appuyer toutes ces demandes, de travailler, de demander à travailler main dans la main avec l'OPH, hein, puisque tout à l'heure, Madame Jarlot a expliqué qu'il y avait des financements de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a des choses qui sont possibles à faire ensemble, mais il faut effectivement qu'on arrive à avoir un dialogue avec l'OPH qui aujourd'hui est difficile à mettre en place. Donc, ce qu'on vous a mis ici, c'est vraiment vous faites remonter tous les dysfonctionnements que vous allez avoir dans vos logements et on essaiera de pousser aussi, nous, derrière un maximum pour essayer de travailler sur ces questions de réhabilitation thermique, de réhabilitation pour qu'on puisse mieux vivre dans les bâtiments de l'OPH, on est d'accord. Mais il y en a aussi... Vous voulez dire quelque chose, madame? Vous voulez dire quelque chose? Sont parlantes, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Oui? Je vois que quand il y a un péril, comme pour la maison, vous intervenez. Quels sont les moyens d'action que vous avez dans ce cas-là, avant qu'il y ait péril, quoi? Est-ce que vous avez un moyen d'action? Alors, aussi de ce côté-là. Comme vous dites, tant qu'il n'y a pas péril, comme vous dites, nous, la mairie, on n'a pas de moyens d'intervention dans le domaine de l'OPH. Aujourd'hui, il n'y a pas dans les 18 logements qu'a recensé Madame Jarlot et les 895 appartements. Bâtiments, les 18 bâtiments et... La mairie d'une commune n'a pas de moyens de pression sur un office. Alors, je vais laisser répondre Monsieur le maire qui va pouvoir vous expliquer. Oui, alors les moyens que nous avons directs, ils n'existent pas. Simplement, je siège au conseil d'administration de l'OPH et Madame Jarlot le sait, on fait remonter un certain nombre de choses. On n'est pas décisionnel pour autant. Donc régulièrement... Tous les courriers qui m'arrivent, qui relatent un certain nombre de dysfonctionnements, je les fais remonter à l'OPH et je leur demande d'agir. Ceci dit, le résultat, moyens de pression, ils ne sont pas énormes. Et donc, je n'ai pas
pas toujours des réponses positives à mes sollicitations. Voilà. Mais on n'a pas de pouvoir réel. On est dans un organisme privé, qui est dans des bâtiments privés, et l'office HLM est une structure, c'est une société dans laquelle, effectivement, il y a des représentants des collectivités, du conseil départemental en particulier, et aussi des personnalités, quelquefois on se demande pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Voilà. C'est ça. Des représentants des locataires. En tant que membre du conseil d'administration, aussi, je peux faire. Ça dépend ce que vous appelez faire. Je peux dire. Je peux dénoncer. Mais il n'y a pas forcément de suivi derrière. Voilà. Dégradé. Il y a eu des constats de la préfecture qui sont venus dans nos immeubles. On a fait une quinzaine de constats, photo à l'appui avec des échanges entre Monsieur le maire et Joël Giraud, et il ne se passe rien. Ah oui, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Oui, sinon. Il faut le faire tous ensemble. Il faut le faire tous ensemble. Autrement... Vous savez, comme dans beaucoup d'endroits, c'est le rapport de force qui fait les choses. Et oui. C'est terrible, mais on est dans une société où s'il n'y a pas de rapport de force, eh bien on se fait laminer. Alors, monsieur a obtenu pour ses fenêtres, parce qu'il est un peu rugueux. Hein, je pense. Oui, vous avez la manière de bien discuter. Madame Jarlot l'a moins bien, et Madame aussi. Vous savez, je crois que les gens sont pas fous. Et quand vous arrivez, vous, dans un bureau, je pense que ça ne se passe pas de la même manière que quand c'est Madame Jarlot. Ben, ça veut dire simplement de la manière dont vous vous exprimez au cours de la soirée montre que vous avez une détermination qui n'est pas la même, parce que c'est une détermination physique que vous présentez quand même, hein, et que Madame Jarlot n'a pas la même. Non, mais c'est pas une question. Mais c'est un fait. C'est un fait, c'est pas une critique, c'est un fait. Ok. Eh bien, faites-le. Faites-le, hein. Faites-le, voilà. Allez-y, hein. Je pense que là, sur les 890 logements de l'OPH et les 350 autres, si vous intervenez là-dessus et que vous obtenez, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous en seront reconnaissants. Et vous nous verrez à vos côtés. Ben, c'est le cas, on l'a déjà fait. On l'avait. Alors, il y a juste une personne là qui veut la parole, je la donne. Cadeau, c'est encore moi. En fait, moi j'avais une question. Est-ce que les quartiers dont on parle sont considérés comme des quartiers prioritaires de la ville ou pas? Il n'y a pas de quartier prioritaire. D'accord. Bon, du coup, c'est facultatif. On n'est plus en ZRR et il n'y a plus de quartier particulier. Alors, du coup, en fait, ça veut dire que c'est facultatif, pas obligatoire. En fait, il y a quelque chose qui a été commencé à être créé il y a 2 ans, qui sont les conseils citoyens, qui existent depuis longtemps, mais qui maintenant commencent à, normalement, devraient prendre de la place. C'est que dans les quartiers prioritaires que c'est obligatoire, mais ça peut être fait dans les autres quartiers. Du coup, c'est amusant parce que ça revient dans la démocratie participative du sujet de tout à l'heure, je trouve. En fait, l'avantage que ça a, c'est que normalement, c'est un conseil qui est tiré au sort. C'est des habitants tirés au sort dans le quartier. C'est l'État hein, qui a produit ça. Normalement, ils ont une condition de moyens. Ils ont un ordre de mission qui leur est donné par le préfet. Ils ont une condition de moyens qui doivent être leur fournis par la préfecture, mais aussi par la commune. En fait, et du coup, avec ces moyens-là, normalement, ils peuvent faire des choses.
En fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'aider juridiquement, ils peuvent s'accompagner, se financer pour pouvoir aller plus loin dans leur démarche et pas être isolés, pouvoir trouver des lieux de réunion si c'est pas mis à disposition par les mairies, etc. Moi, je me dis, quand j'entends ça et quand je vois la colère qu'on a ici et quand je vois la colère qu'on peut avoir et les souffrances qu'on a sur les quartiers, les souffrances qu'on a et les colères qu'on a sur le déneigement, malgré tout ce qui est mis en place, etc. Moi, je me dis, en fait, je reviens dessus, les citoyens, en fait, ils sont prêts à participer et à mettre en place. Pour les quartiers, il existe quelque chose de réel qui s'appelle le conseil citoyen et avec des moyens réels derrière, normalement. Et ben, en fait, renseignons-nous. Potentiellement, les gens de quartier, mais peut-être, je suis désolé, je refile du travail à la mairie comme ça, mais en tout cas, la mairie peut-être voir jusqu'à quel point ils peuvent les mettre en place pour chaque quartier, quelles sont les zones, etc. Et les mettre en place, en fait, avec, du coup, ces quartiers-là ont la possibilité d'inviter, alors pour l'instant, ce n'est qu'invité, mais du coup, tous les parties prenants, des gens qui sont censés prendre les décisions pour justement les transformations des bâtiments, etc. Pour montrer les problèmes, pour montrer les difficultés, etc. Moi, je me dis, il faut se renseigner sur ce truc-là, parce que si ça existe, en fait, de fait, voir jusqu'à quel point on peut l'appliquer à Briançon pour donner à des gens, à des habitants de ces zones-là, le pouvoir d'agir avec des moyens derrière. Écoutez, on va regarder ce qu'il en est, ce qui existe, où ça existe et comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Conseil citoyen. Il y a eu un audit en novembre avec la ministre Madame Jouot, qui est présidente de la CNDP là, qui voulait pas faire justement les débats, le grand débat. Mais il y a eu un travail de fait justement sur les côtés positifs, les côtés négatifs et les couacs. Mais ça existe. Il y a eu la loi Borloo qui est eu là-dessus. Et du coup, il y a un gros travail de fait. Même si on n'a pas forcément de quartier prioritaire, pourquoi pas s'en inspirer et faire des conseils citoyens un petit peu plus mixtes. Après, pour revenir sur le problème de vétusté, tout ça, est-ce que, j'ai juste une question, est-ce qu'il y a eu une action en justice ou pas? Oui, il peut y avoir des mises en demeure. Eh ben oui, j'en ai porté. Mais par exemple, pour la rénovation thermique, qui est quelque chose quand même de crucial ici chez nous, enfin à Briançon. Je veux dire, à l'époque, j'étais allée à la commission consultative, si vous voulez, quand on n'obtient pas satisfaction. À l'époque, on voulait que chez nous, au Garcin, on nous mette des volets, double vitrage, haute altitude, qui préservent bien du froid. On n'y arrivait pas, on faisait tout. Donc, j'ai demandé à la commission consultative qui se trouve à Gap. Je ne pourrais plus vous dire l'adresse. Eh bien là, j'y suis allée seule. Donc, l'OPH ne s'est pas présenté. Ils n'ont même pas daigné venir. J'ai exposé tout mon baratin devant des personnes qui sont là, mais qui ne peuvent pas prendre fait et cause, et qui n'ont pas un pouvoir de dire vous devez faire quelque chose. Moi, j'ai des cas de locataires vraiment que j'ai soutenus, et je peux quand même le dire. Une dame, elle a supporté pendant 7 mois un dysfonctionnement de chauffage. On lui a dit, madame, il n'y a pas de dysfonctionnement de chauffage chez vous. Or, il fallait changer le régulateur, tous les contacteurs. Comme c'était sur son palier, j'ai moi-même fait le guet 2 fois de suite, des attestations sur l'honneur, 67 coups, comme une détonation de fusil, que cette dame entendait dans sa chambre, puisque les armoires de chauffage avec les contacteurs, ils étaient à côté d'elle. Cette pauvre femme, elle a été réduite, j'ai un dossier comme ça sur elle, aller à l'ARS, enfin, je l'ai aidée. Ensuite, une société du Midi est venue avec des micros, effectivement, pour voir combien il y avait de décibels. 67 coups, ça faisait une détonation. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y en a que 2 à la mise en route du chauffage, mais là, comme c'était fichu les régulateurs, eh ben, ça se produisait toutes les 10 minutes, coup sur coup. Elle entendait ça, c'était juste derrière sa porte. Il a fallu 7 mois, 7 mois. Et le directeur, M. Soreille, lui a dit il n'y a pas de dysfonctionnement de chauffage. On y est arrêté au bout. Mais cette dame, eh ben, elle garde la mémoire du bruit.
elle va voir les psychologues, maintenant elle va voir Monsieur Longchamp, le médiateur, pour essayer d'obtenir une réparation. Voilà. C'est fou. C'est fou de dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement quand il y a 67 bruits qui se déclenchent toute la nuit et tous les jours de l'hiver. Voilà. Et les gens ne sont pas entendus. C'est un exemple, ça. Et juste, puisque j'ai le micro, je finirai. Il y aura donc 5 bâtiments HLM, les Artaillots, les Craux, la Bérarde, le Lotaré et le Polygone, qui vont être raccordés à la chaufferie bois. On va clore sur ce, mais on pourra le reprendre et aller dans le sens de ce qui a été proposé par les uns et par les autres.